bonjour, donc c'est pas en ma qualité d'économiste du bonheur que je suis là, mais en ma qualité au contraire d'analyse des biais psychologiques des investisseurs. Parce qu'en fait l'économie, la finance comportementale et l'économie comportementale et l'économie du bonheur, c'est les deux revers d'une même médaille. C'est que l'économie comportementale regarde comment la psychologie interfère dans la décision économique et l'économie du bonheur regarde comment l'économie va contribuer au bien-être psychologique. Donc là vraiment on est sur le versant, sur le versant ouest de la colline si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, le sujet, comme vous l'avez compris, va tourner beaucoup autour de la finance comportementale, qui a quelque chose de fondamentalement admirable, c'est qu'elle fait le pont. Elle fait le pont entre la psychologie des individus et la psychologie des marchés. Elle fait le pont entre des irrationalités individuelles et des inefficiences collectives. Et c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas, en l'espace d'une trentaine de minutes. Allez. Donc, pour le point de départ de l'analyse, parce que la finance comportementale vient après la finance classique, elle vient après, chronologiquement parlant, après la théorie moderne du portefeuille. Donc il faut partir du point de départ, qui est le point de départ de la théorie, qui est l'efficience. Donc l'efficience des marchés, vous savez tous ce que c'est l'idée que toutes les informations sont instantanément intégrées dans les cours. Et pourquoi? Parce que les investisseurs sont censés être rationnels, en tout cas les plus gros d'entre eux, et du coup vont corriger les inefficiences de marché. Ils veulent et ils peuvent saisir toutes les opportunités de profit et ils ne se gênent pas pour le faire. Du coup, dès qu'arrive une anomalie, ils vont se bousculer pour en tirer profit et ils vont annuler l'anomalie. Donc les conséquences pour les chercheurs qui vont être testable, c'est le no free lunch. Aucune stratégie sur le marché n'est censée permettre de battre le marché sans prendre plus de risques que le marché. Donc aucune stratégie ne peut dégager un ratio de Sharpe supérieur à celui du marché, par exemple. Le prix unique et juste, si vous avez deux actifs qui sont exactement identiques, ils doivent être au même prix. Et ce prix doit refléter leur valeur fondamentale. Et puis une marche aléatoire, puisque toutes les informations sont dans les cours, eh bien, il n'y a aucune façon de prévoir les cours futurs et les cours vont se promener comme un alcoolique se promène autour d'un réverbère, c'est-à-dire tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en haut, tantôt en bas. Mais aucune façon de prévoir la marge de l'alcoolique comme il n'y a aucune façon de prévoir la marge des marchés. Donc on va pouvoir tester tout ça. Donc les conséquences pratiques vont être testées les unes après les autres et on va voir si les marchés sont oui ou non efficients et c'est ça l'apport de la finance comportementale. On va voir s'il y a une origine psychologique à tout ça. Alors oui, donc on va clore le suspense tout de suite. Il y a plein d'inefficiences sur les marchés. Et donc tous les tests qui ont été faits aboutissent à des résultats, on va dire, intermédiaires. Une efficience moyenne, modérée, intermédiaire. Donc déjà, no free lunch, si, free lunch, beaucoup de free lunch. On peut manger gratis, hein, sans problème sur les marchés. Donc vous avez un certain nombre de primes qui ont été révélées par la recherche académique et qui se tiennent dans le temps. Donc c'est le cas de la prime value, donc les titres. Donc là je suis très action. Mais ça vaut, pour certaines primes, ça vaut à d'autres classes d'actifs que les actions. Prime value, les titres avec une faible valorisation en moyenne surperforment le marché et même après prise en compte du risque, vous avez un ratio de Sharpe qui reste supérieur. Les small caps surperforment le marché toute capitalisation confondue. La prime momentum, prime qui semble complètement incongrue, juste à prendre les meilleurs performeurs sur une période, on va dire, de 6-12 mois et à les garder après sur la période d'après de 6-12 mois, vous surperformez le marché. Stratégie ultra basique mais qui fonctionne et qui continue de fonctionner. Alors, la prime low bêta nous pose un énorme problème parce que selon la finance classique, c'est le risque qui est compensé par la rentabilité. Sauf qu'on observe que au sein des actions, les actions avec des indicateurs de faible volatilité, soit la volatilité, soit le bêta, surperforment le reste du marché. Ça devrait être exactement l'inverse. Donc ça aussi, ça nous pose un souci. Et puis la prime de qualité, quand vous faites un filtre sur la stabilité des cash flows ou la profitabilité des entreprises, là aussi, vous avez tendance à battre le marché. Tout ça n'est pas normal. Vous avez des phénomènes cycliques sur les marchés, donc on est loin de la marche aléatoire. On peut un peu anticiper ce qui va se produire dans le futur avec toujours cette histoire d'effet momentum. Les anciens winners continuent d'être des winners.
Mais vous avez aussi un effet contrarian que Marc va développer en profondeur et qui d'ailleurs a été repéré dans les années 80 par cet homme qui est Richard Thaler, qui est le dernier prix Nobel d'économie en date. Et puis vous avez celui de 2017. Vous avez aussi des travaux d'un autre prix Nobel d'économie, Robert Shiller, qui lui a montré que les marchés fluctuaient beaucoup trop, tout simplement, et qu'on est très loin de l'hypothèse de prix juste, parce que quand on regarde les fluctuations des fondamentaux, c'est ce que je vais vous montrer là d'ailleurs, quand vous regardez les fluctuations des fondamentaux, c'est-à-dire la valeur déduite des flux futurs de dividendes, normalement elle évolue certes, mais elle évolue de manière très lisse. Donc il n'y a pas d'à-coup comme on vit aujourd'hui. Ce qui est la preuve pour lui qu'il y a une exubérance irrationnelle des marchés. C'est d'ailleurs lui qui a soufflé ce terme à Alan Greenspan. Ça ne vient pas d'Alan Greenspan, ce terme. Donc on a un certain nombre de tests qui convergent pour dire que les marchés ne sont pas efficients et qu'ils fonctionnent largement comme des alcooliques. Alors comment interpréter ces anomalies de marché? Alors là vous avez deux chapelles. Vous avez ceux qui pensent que elles sont normales, elles s'expliquent par des facteurs institutionnels, que les marchés ne sont pas parfaits, c'est parce qu'ils ne sont pas parfaits à cause de frictions institutionnelles qu'on observe ces anomalies. Puis vous avez une autre chapelle, qui est la chapelle comportementale, qui considère que non, c'est dû à la psychologie intrinsèque des participants au marché, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Vraisemblablement, les deux explications s'intègrent bien et sont complémentaires. Donc, je vais vous lister un certain nombre d'explications. Bon, déjà, la notion de prime de risque, normalement, si on croit que les marchés rémunèrent le risque, si vous observez une prime de marché, c'est une prime de risque. Alors, on peut considérer que sur les small caps, il y a un risque particulier, même si quand on diversifie sur un portefeuille large de small caps, il disparaît largement ce risque. On peut avoir la même analyse sur le value. Sur le momentum, on peut se dire que c'est une stratégie qui, par moment, conduit à un bain de sang. Ça a été le cas en 2000. Quand vous étiez momentum en 2000, vous aviez énormément de valeurs technologiques et après, ce fut une catastrophe pour cette stratégie. Ce fut le cas en 2007-2008. Vous aviez énormément de valeurs bancaires. Sur la période d'après, ce fut un bain de sang. Donc on peut considérer qu'il y a un risque intrinsèque à cette stratégie qui nécessite une prime. Ok, d'accord. Par contre, que fait-on avec la prime low bêta? Une prime de risque pour des valeurs qui, par définition, ont moins de risque que les autres, là, ça colle pas. Donc vous avez vraiment là une impossibilité de l'expliquer par ce facteur de risque, comme étant un facteur de risque. Vous avez d'autres explications rationnelles, des frictions institutionnelles, parce qu'on empêche les professionnels d'utiliser comme ils le veulent l'effet de levier ou les ventes à découvert, alors vous pouvez laisser libre cours à des anomalies. Donc ça, c'est une vue. Il y a certaines stratégies, comme la stratégie momentum, qui impliquent de rebalancer très souvent son portefeuille et donc inclut des frais de transaction élevés, ce qui peut gréver la performance. Mais bon, quand on regarde, la performance est tellement, l'alpha est tellement plus élevé que même s'il y a des frais de transaction, on est gagnant. Vous avez l'idée que les gérants, notamment dans les fonds les plus gros, ont des restrictions sur leur position qui les empêchent d'aller sur certaines catégories de titres, notamment les small caps, qui expliquent que les anomalies subsistent pour ces segments de la cote. Vous avez l'obligation de reporting qui entraîne ce que fait cette jeune fille du window dressing, de l'habillage de fenêtres, c'est-à-dire que pour montrer aux investisseurs qui vont lire éventuellement les rapports de gestion, on met au dernier moment dans le portefeuille les titres qui ont bien performé sur la période, comme ça l'investisseur pense qu'on les a eus depuis longtemps et qu'on a eu une bonne performance. Mais non, on a juste le titre depuis 2 jours. Et donc ça c'est la conséquence directe de l'obligation de reporting, mais c'est aussi la conséquence directe de la façon dont les investisseurs sélectionnent leurs fonds. Donc c'est un problème principal agent. L'agent, le gestionnaire de fonds, a des informations que le commanditaire n'a pas et joue de ce flou artistique. Donc tout ça explique en partie les anomalies, mais vous devez, en tout cas pour certaines, rajouter des explications comportementales, et là interviennent les biais psychologiques humains très profonds qui interfèrent dans les décisions de tout le monde, les particuliers mais aussi les professionnels, et on reviendra là-dessus. Donc vous avez un biais qui est un biais, alors vous avez des biais de différentes natures, hein. Vous avez des biais cognitifs, vous avez des biais émotionnels, vous avez des biais sociaux. Donc là, j'ai commencé par un biais cognitif, le biais de représentativité. Le biais de représentativité, c'est la tendance à considérer que ce que vous avez observé sur un petit échantillon peut être généralisé et donc vous donne une vue plus globale.
vous permet d'avoir une vue plus globale. Et donc ça intervient dans certaines anomalies. Pour le momentum, on a repéré que les gens pensaient qu'il y a une continuation naturelle des tendances. Et dans les pays occidentaux, ce n'est pas le cas dans les pays en Asie de l'Est, mais dans les pays occidentaux, quand vous montrez une courbe à quelqu'un, il pense que ça va continuer. Donc les gens préfèrent aller sur les titres qui sont bien performants qu'aller sur les titres qui ont été peu performants. Ils pensent que la tendance va continuer. Dans la perception du risque, pareil, si le risque ne s'est pas produit, les gens pensent que le risque ne se produira pas à l'avenir aussi. Donc si dans un marché haussier, le risque ne s'est pas matérialisé, les gens considèrent que par la suite, le risque ne se matérialisera pas davantage. Dans la sélection des gérants aussi, on a un biais de représentativité. Les gens adorent aller sur les fonds qui viennent, les investisseurs individuels adorent aller sur les fonds qui viennent d'afficher une très bonne performance sur l'année calendaire. Or, on le sait, ça n'est pas du tout gage de capacité de la part du gérant et qu'il faudrait avoir une métrique sur une plus grande période qui regarderait la persistance de la surperformance. Donc, on est très loin de ce que font les gens en pratique. Après, vous avez des préférences. Alors, vous aviez suggéré tout à l'heure qu'on était sujet à l'aversion au risque. Oui, mais ça, c'est pas être irrationnel, ça. On a le droit d'être averse au risque. Par contre, il faut que votre aversion au risque soit stable, soit constante. Et qu'un jour, vous ne soyez pas averse au risque et le lendemain, rechercher du risque frénétiquement. Ça, ce serait irrationnel. Et ce qu'on observe chez les investisseurs, c'est qu'ils ont une aversion au risque qui fluctue dans le temps. Donc, quand les marchés fonctionnent très bien, sont sur une séquence très haussière, là l'aversion risque diminue. Et ça va contribuer à générer l'effet momentum encore et encore. Et ça c'est pas normal. Que votre aversion risque fluctue en fonction de l'environnement de marché, ça c'est pas acceptable pour un théoricien. Après, vos préférences ne se focalisent pas que sur le risque. Elles se focalisent aussi sur la structure des gains que vous pouvez attendre de vos investissements. Et on a repéré que l'être humain adorait ce qu'on appelle l'asymétrie positive, le skewness. Et les gens aiment bien les distributions qui sont tiltées vers la droite, c'est-à-dire avec une possibilité, même infime, d'avoir des performances extraordinairement positives. Donc les gens adorent les tickets de loterie. Et quand on est dans un environnement de marché où les actions ressemblent à des tickets de loterie, ils commencent à avoir un attrait particulier. Et donc dans certains environnements de marché, c'est ce qu'on va avoir notamment lors des bulles. Ce qu'on va voir juste après. Donc vous avez un certain nombre de biais psychologiques qui convergent pour générer des anomalies. Je vous ai donné là je vous montre un exemple qui est l'effet momentum. Donc l'effet momentum, il est analysé comme étant soit la sous-réaction aux informations nouvelles, c'est d'ailleurs le début on va dire de l'effet momentum, puis après pour la fin de l'effet momentum, c'est plutôt une surréaction aux informations anciennes. Donc il y a une sorte de tendance qui se prolonge un peu trop longtemps. Et ce qui génère ça, c'est un certain nombre de biais. Donc je vous ai déjà parlé du biais de représentativité, on pense que la tendance va se poursuivre. Mais il y a d'autres choses, par exemple l'effet de disposition. L'effet de disposition, c'est la tendance à vendre beaucoup plus vite ses positions gagnantes que ses positions perdantes, pour disposer de ses gains et pas disposer de ses pertes. Et l'effet de disposition, ça va concourir à la sous-réaction aux informations nouvelles. Parce que quand une information positive arrive, on devrait techniquement acheter pour ajuster le cours à cette nouvelle information. Mais les gens ne font pas ça. Si l'information est positive, elle fait un peu monter les cours, les gens en profitent pour prendre leurs gains. Du coup, au lieu de voir l'information immédiatement reflétée dans les cours, elle va mettre du temps. Elle va se refléter, mais graduellement seulement. Ça, c'est contraire à l'hypothèse d'efficience. Et puis inversement, quand arrive une information négative, ça doit faire baisser le cours. Donc on doit vendre, sauf qu'on a une réticence à vendre. Et du coup, là aussi, ça se fait seulement de manière graduelle, progressive. Donc on peut expliquer tout ça assez bien, avec d'autres biais aussi, l'excès de confiance, très important. L'excès de confiance, c'est la tendance à surestimer ses capacités et à considérer que finalement, nos intuitions valent mieux que des informations bien ancrées. Et donc, quand arrivent des informations qui sont un peu contradictoires avec ce que l'on pensait, on a tendance à les négliger en considérant que finalement, nos intuitions doivent prévaloir. Donc, vous avez un certain nombre de biais qui convergent. Et pour générer des cycles de marché avec d'un côté le momentum, la continuation, et d'un autre côté le renversement, l'effet contrariant. Alors dans les bulles, c'est la même chose. Les bulles s'appuient sur le même terreau psychologique qu'un simple effet momentum, mais démultiplié. Et on rajoute aussi d'autres
des caractéristiques très précises. On a remarqué que dans toutes les bulles, il y avait l'idée que cette fois-ci c'était différent. Il se passait quelque chose. Il y avait une histoire que l'on pouvait se raconter qui rendait toutes les anciennes méthodes de valorisation complètement caduques. Donc ça, vous pouvez l'avoir pendant, vous l'aviez évidemment pendant la bulle Internet, où là on se disait que les anciens business models, le brick and mortar ne valait plus rien, et qu'il fallait penser maintenant beaucoup plus large avec des valorisations qui collent bien à la nouvelle économie. Bon, d'accord. Vous l'aviez aussi pour le Japon, la bulle japonaise, l'idée que les méthodes de valorisation occidentales ne valaient pas pour le Japon. Bon, d'accord. Et tout ça se fait à partir d'une information qui est très saillante à l'esprit, qui va petit à petit se propager dans tout l'univers social et médiatique, notamment à cause du rôle des médias qui vont propager cette information qui est une information finalement facile à raconter, une belle histoire à raconter. Donc ça, c'est ce qui différencie les bulles des cycles de marché beaucoup plus classiques qu'on observe tout le temps. Il y a aussi des facteurs institutionnels durant ces moments particuliers que sont les bulles, le too big to fail, donc l'aléa moral qui est créé par ces institutions systémiques qui ne peuvent pas faire faillite parce qu'elles mettraient en danger tout le système. Il y a des phénomènes d'expansion monétaire excessive. Il y a aussi des gens des professionnels qui ne font pas ce qu'on attend d'eux à cause d'incitations qui ne sont pas bien calibrées. Par exemple, dans les bulles, on a de très beaux graphes là-dessus pour, encore une fois, la bulle Internet. Depuis la bulle Internet et pendant la bulle Internet, on n'a jamais eu une période où les analystes financiers étaient plus majoritairement à la vente qu'à l'achat. Jamais. Même en période de bulle. Donc il y a des incitations diverses et variées qui font que les analystes sont biaisés vers le côté positif. Donc ça empêche d'avoir un son de cloche plus neutre, plus juste sur la valorisation des marchés. Et puis il y a encore cette histoire de restriction sur la vente à découvert qui effectivement pourrait freiner l'amplitude des bulles. Et on le voit très bien d'ailleurs, donc on le voit, on a une analyse sur données réelles, on questionne les gens en situation. Et vous avez des questionnaires par exemple sur l'excès de confiance pendant les bulles qui sont très intéressants, où vous avez des investisseurs qui, lorsqu'ils sont interrogés en 2000 ou en 2007 éventuellement, qui vous disent qu'ils sont conscients que les marchés sont trop chers, mais quand même, eux peuvent se permettre d'investir parce qu'ils sauront qu'en vendre et ils trouveront toujours quelqu'un pour acheter les titres. Donc là, il y a un excès de confiance dans sa capacité à être un peu plus intelligent que son voisin. Et ça, c'est typiquement de l'excès de confiance. Mais on a aussi des informations qui nous viennent des expériences en laboratoire. Donc l'intérêt des expériences en laboratoire, c'est qu'on peut contrôler l'environnement et éliminer certaines sources de bruit dans l'analyse de ce qui se passe. Donc quand vous faites, c'est ce que faisait Vernon Smith, donc prix Nobel d'économie lui aussi, donc c'est le 3e prix Nobel d'économie qu'on rencontre en 10 minutes. Vernon Smith, lui, a fait négocier des titres dans des laboratoires à des étudiants, mais pas que, parfois à des traders professionnels, en leur donnant vraiment des consignes très claires. Quel était le dividende de l'actif, quelle était la durée de vie de l'actif, plein d'éléments qui permettaient de bien valoriser l'actif. Et ce qu'il a observé, c'est que même dans des environnements très très simples, apparaissaient des bulles. Et donc là vous êtes dans un environnement on ne peut plus simple, puisque c'est un titre qui vous donne un dividende sur une période sur 15 jours seulement. Donc tous les jours, sa valeur doit diminuer au rythme des coupons qui disparaissent. Donc ça, c'est très facile à valoriser. Mais même pour des traders un peu chevronnés, vous avez la naissance d'une bulle dans un environnement confiné comme celui-là. Donc il semblerait que les bulles soient intrinsèquement liées à la psychologie humaine. J'ai un problème avec mon micro. Et néanmoins, on a quelques manipulations qui permettent de diminuer la taille des bulles. C'est le cas... C'est le cas lorsqu'on introduit de la vente à découvert, et c'est le cas aussi quand les traders répètent l'exercice plusieurs fois, encore et encore. Et là, ils commencent à comprendre comment valoriser l'actif et comment finalement interagir avec les autres personnes pour ne pas perdre dans les dernières périodes. Donc l'expérience peut jouer, mais seulement lorsque on le répète dans un environnement de marché qui est stable. Dès que vous amenez le trader à opérer dans un autre environnement de marché, un environnement de marché qu'il ne connaît pas, là il perd ses repères et de nouveau, il a un comportement qui peut générer une bulle.
Alors la question qui se pose directement, c'est sommes-nous aujourd'hui dans une bulle avec deux sociétés qui ont dépassé le trillion de dollars en termes de valorisation? Pour savoir si nous sommes aujourd'hui dans une bulle, on peut se fier à un certain nombre d'indicateurs qui ont révélé être efficaces pour évaluer la valorisation des marchés et les performances à attendre des marchés. Donc savoir si la bulle va exploser. Donc un indicateur très bon est le PER à 10 ans, donc le PER ajusté du cycle économique, qui nous vient de Robert Shiller, encore un prix Nobel d'économie. Et donc lui, bon, vous connaissez tous le PER a des limites. Le PER a comme limite de focaliser que sur les résultats sur une seule période, et du coup si les résultats sont excessivement bas ou hauts, vous avez une vision déformée de la valorisation des marchés. Donc une façon de corriger ce problème et de lisser dans le temps les résultats et d'utiliser une mesure des résultats lissée sur 10 ans. C'est ce que fait Robert Shiller. Il a montré, graphe à l'appui, que c'était une mesure avancée des performances à attendre sur les marchés. Et donc quand on regarde cette mesure pour les États-Unis, on est dans une situation qui est quand même alarmante, puisqu'on est au-dessus en termes de valorisation de ce qui s'était passé en 29. On est juste en dessous d'une période qui était extrême, qui était la bulle Internet. Mais on est largement au-dessus des niveaux de valorisation qu'on avait en 2007. Donc un indicateur inquiétant, mais il y en a d'autres. Si on regarde d'autres indicateurs qui ont fait leurs preuves en matière de prévision des rentabilités futures, par exemple le multiple de la valeur comptable ou le multiple des ventes, là, aujourd'hui, là c'est pour les États-Unis, en haut en tout cas, on est dans une situation intermédiaire entre 2007 et la bulle Internet. On est au-dessus en termes de valorisation que 2007, mais on est en dessous de la bulle Internet. En revanche, si on bouge de continent et qu'on passe en Europe, là, sur différents indicateurs, notamment celui-là qui est l'indicateur que Buffett aime bien, la capitalisation sur l'ensemble du PIB, là on est dans une situation en Europe qui n'est même pas intermédiaire, qui est encore en dessous de ce qu'on avait en 2007. Donc s'il y a une bulle quelque part, elle est localisée aux États-Unis, pas du tout en Europe. Alors est-ce qu'il y a vraiment une bulle aux États-Unis? Là je vous ai donné des indicateurs crus de valorisation, mais on est dans un environnement de marché qui est très particulier puisqu'il est encore, pour combien de temps je ne sais pas, encore dicté par des taux très bas, ce qui change tout lorsqu'on évalue justement le niveau de valorisation. Donc regardez, ça c'est le graphe des bons du trésor à un mois aux États-Unis. On voit qu'il remonte très fortement depuis 2 ans, mais il reste à des niveaux très bas par rapport à des points hauts historiques. Et si on inclut cela dans l'analyse, là l'image est un peu différente, puisque la prime de risque, qui est l'écart entre le taux de profitabilité des entreprises et les bons du trésor à un mois, donc le rendement des actions moins le rendement des bons du trésor, là on est sur des primes de risque encore supérieures à ce qu'on avait en 2007 et bien supérieures à ce qu'on avait durant la bulle Internet. Et du coup, en tout cas à taux d'intérêt constant, c'est encore gage de performance acceptable pour l'avenir. Mais tout changerait si les taux montaient à des niveaux supérieurs avec l'inflation. Donc revenons à notre sujet. Donc la bulle, vraisemblablement, on est dans une situation intermédiaire. Ça peut aller encore plus haut en termes de valorisation, mais on est quand même déjà, en tout cas aux États-Unis, dans des zones à risque. Mais revenons au sujet qui est celui des inefficiences. Beaucoup de gens pensent qu'elles sont seulement ponctuelles, ces inefficiences, et qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. C'est pas évident, ça. Quand elles proviennent de la psychologie humaine, il n'y a aucune raison que cette psychologie change. Lorsqu'on regarde les comportements des professionnels et qu'on les compare à ceux des particuliers, on s'aperçoit que les professionnels sont aussi biaisés, avec le bémol que les biais sont plus modérés pour les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs de raisonnement moins fréquentes chez les professionnels par rapport aux particuliers. En revanche, tous les biais qui sont d'origine émotionnelle sont aussi marqués chez les pros que chez les particuliers. Et certains biais, l'excès de confiance, peut même être plus développé chez les professionnels que chez les particuliers. Donc l'expérience et l'expertise, d'une manière magique, ne viennent pas annuler tous les biais. Non, pas du tout. Et même un entraînement, un débiaisement rigoureux n'aboutit pas à une rationalité parfaite de l'individu. Non, on a dans les pratiques de débiaisement, on arrive à des résultats seulement modestes, notamment pour les biais émotionnels.
Donc il ne faut pas penser que mécaniquement la professionnalisation des marchés va faire disparaître les biais psychologiques et du coup les inefficiences, les cycles de marché. Non. D'autant plus que le professionnel reste soumis finalement à l'influence du client final qui, si lui est irrationnel dans ses vues, va entraîner l'irrationalité, en tout cas apparente, du gérant. Donc vous avez, pour que ces anomalies d'origine psychologique disparaissent, il faudrait qu'à tous les étages, il y ait une rationalité de tous les intervenants et qu'il n'y ait aucun effet de capillarité qui part du client final et qui aboutit aux décisions du gérant. Donc ça, c'est assez peu probable, en tout cas à moyen terme. Et puis, le fait même d'essayer de profiter de ces inefficiences de marché ne les condamne pas pour autant. L'exemple, c'est encore une fois le momentum. Le momentum, c'est un momentum de moyen terme. C'est ça les stratégies qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire observer les anciens performeurs sur 6-12 mois et les garder sur 6-12 mois. Si des personnes se mettent à faire massivement cette stratégie, ça va éventuellement modifier les comportements des titres à court terme et modifier certains effets qu'on peut observer à court terme. Il y a un momentum sur les secteurs à court terme et un effet inverse sur les titres à court terme. Ça peut être modifié par une massification des stratégies comportementales, mais ça n'est pas de nature à changer ces primes qui sont des primes sur des stratégies qui durent sur 6 mois, 12 mois, même parfois 18 mois. Donc il n'y a aucune raison de penser que la stratégie momentum disparaîtra d'elle-même. Et d'ailleurs, quand on regarde les performances de cette stratégie sur les 10-15 dernières années, elle est plutôt très bonne. Là, vous avez une comparaison des performances de l'indice MSCI World et de son équivalent momentum. Donc ce sont les mêmes composantes que l'indice monde classique, sauf qu'elles sont repondérées à partir de leurs performances passées. Donc ceux qui sont des très bons performeurs vont avoir un poids augmenté dans cet indice momentum. Et quand on compare les perfs, elles sont cumulées bien meilleures pour l'indice momentum. Et quand on regarde le risque associé à cette stratégie, qui s'est matérialisé, il s'est matérialisé entre 2007 et 2008, là vous avez un drawdown qui est à peu près comparable, un poil supérieur à la stratégie classique. Donc en termes de ratio de Sharpe, comme vous le voyez, c'est meilleur. Peu importe la période d'observation, c'est meilleur à tous les étages, malgré la survenue du risque lié à la stratégie en 2008. Donc preuve qu'elle n'a pas disparu. En conclusion, les professionnels sont des humains comme les autres. Et ils sont, comme tout être humain, capables de 2 types de raisonnement. Des raisonnements analytiques, lents, c'est la tortue, et des raisonnements automatiques, frugaux, c'est le lièvre. Et il n'y a aucune raison que cette psychologie change. Et il n'y a aucune raison aussi que les anomalies disparaissent, parce que finalement, personne sur les marchés n'est expressément payé pour faire disparaître ces anomalies. Tant qu'il sera plus rémunérateur et moins risqué de jouer avec les anomalies, de surfer sur les anomalies plutôt que de les corriger, elles devraient résister à tous les changements un peu structurels des marchés financiers. Je vous remercie.